Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, présidente du groupe Front National au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Bonjour à tous dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI et bienvenue à vous Marion Maréchal Le Pen. Merci beaucoup. Bonjour. Vous étiez déjà venue dans ce grand studio de RTL, mais c'est la première fois que vous faites entre guillemets un grand jury jusqu'à 13h30. Évidemment, beaucoup de questions à vous poser sur les grands sujets d'actualité. Ils sont très nombreux. On attend vos réponses, d'autant que vous savez parfois cultiver votre singularité au sein du Front National. Pour vous interroger, Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Et tout à l'heure, avant la fin de l'émission, Benoît Galeret viendra nous rejoindre. Il aura regardé les réseaux sociaux. Il viendra avec des questions bonus que ceux qui vous auront été entendus depuis le début de l'émission auront aussi envie de vous poser. C'est ça, Benoît. Bonjour à vous. Bonjour, c'est exactement ça. Alors, pour les poser, ces fameuses questions, il y a un hashtag, le grand jury, tout attaché, sur Twitter. Je sélectionne les plus pertinents. N'hésitez pas à réagir. Puis, je vous rejoins tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hashtag, le grand jury. Allez, c'est parti. On va commencer par Nuit debout. Vous avez 26 ans. Depuis décembre, si vous me permettez, c'est sur Internet votre état civil. Je suis pas encore à vous un êtes âge, on jeune. le dissimule, donc c'est bon. Voilà, vous êtes jeune. Quel regard d'abord vous portez sur ce mouvement? Est-ce que vous les comprenez? Moi, je vois là de nouveau une construction médiatique totalement artificielle. On essaye de faire croire un grand mouvement citoyen inédit en faisant une espèce de parallèle avec les indignés, comme on a pu voir en Espagne. Moi, je vois surtout, objectivement, une poignée de professionnels de la politique. D'abord, vous y êtes allé ou pas, de militants justement associatifs. Oui, j'ai regardé, j'ai vu les témoignages, je suis allé voir les vidéos, je suis allé voir justement un certain nombre d'articles de gens qui se sont rendus sur place et qui ont fait un constat un peu plus objectif qu'à travers le filtre gouvernemental en question. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de militants associatifs, il y a beaucoup de syndicalistes, il y a beaucoup de militants politiques, comme les jeunes communistes. Et entre nous, on y voit des gens qui défendent... Donc c'est un mouvement qui est finalement totalement investi, récupéré par des pros de la politique, des syndicats. C'est surtout un mouvement qui ne représente rien et personne. C'est un mouvement de jeunes, lycéens, étudiants qui se font plaisir, qui fument du pétard, qui défendent les 25 heures en durée légale du travail, qui cassent d'ailleurs à l'occasion lorsque ça peut leur faire un petit peu plaisir, qui défendent une soi-disant démocratie avec des assemblées générales et qui crachent sur Alain Finkielkraut lorsqu'il se rend à ce type d'événement. Alors non, c'était hier soir. Voilà, exactement. Donc sincèrement, moi, j'ai pas de sympathie particulière. Mais vous pouvez comprendre quand même ce type d'expression populaire et démocratique, vous qui avez fait partie de mouvements, notamment au moment de la loi pour le mariage pour tous, les veilleurs, etc. Vous pouvez comprendre qu'on puisse... Veilleurs debout, qu'on puisse contester effectivement un pouvoir ou une légitimité démocratique du Parlement par ce type de mouvement de rue. Non, mais qu'il y ait une mobilisation contre le gouvernement, qu'il y ait une colère légitime, je ne remets pas ça en cause. Je dis juste que l'échantillon des personnes qui se mobilisent à travers cet événement-là, déjà, est relativement dérisoire, d'une part, et d'autre part, est quand même, ce sont des militants d'extrême gauche, donc ultra minoritaires, avec des revendications qui sont toutes plus délirantes les unes que les autres, de gens qui commencent même pas encore à travailler et qui sont déjà en train de penser à leurs allocations chômage, c'est assez amusant, et voilà, et qui m'apparaissent surtout particulièrement sectaires, parce que vous me dites, oui, des grands mouvements citoyens, démocratique. Je veux dire, ce qui s'est passé hier soir est proprement scandaleux. Vous avez Alain Finkielkraut qui vient sur place écouter simplement sans prendre la parole, qui se fait cracher dessus, à la limite du lynchage. Voilà, moi je trouve que sincèrement c'est très loin de l'idée du pluralisme que je me fais. C'était pas un peu provocateur de la part d'Alain Finkielkraut qui partage assez peu les convictions. Je sais pas, je croyais que c'était un mouvement citoyen. Alain Finkielkraut est un citoyen comme les autres. Je veux dire, si c'était représentatif de l'ensemble de la population, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Mais je ne crois pas que ce soit représentatif. Vous pensez qu'il faut interdire ce mouvement, qu'il faut faire évacuer la place de la République définitivement? Je ne crois pas qu'il faille interdire l'expression politique. Ce qui me dérange en revanche, c'est l'extraordinaire mansuétude du gouvernement à l'égard des casseurs. Quand on voit le nombre d'interpellations dérisoires qu'il y a pu y avoir, alors qu'en parallèle, quand vous avez des jeunes qui vont manifester à Calais contre la disparition de l'état de droit, vous avez 3 mois de prison ferme. Là, voilà, vous sentez que le gouvernement est quand même assez mal à l'aise, parce que c'est son réseau, disons-le franchement. Mais vous n'êtes pas pour l'évacuation
l'évacuation de la place. Et vous êtes pour qu'effectivement le gouvernement soit plus sévère à l'égard de ceux qui cassent les vitrines, en partant ou pas, mais vous ne jugez pas nécessaire qu'on interdise ce rassemblement? Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait un rassemblement. Au contraire, je suis assez critique à l'égard du dévoiement de l'état d'urgence qui voudrait aujourd'hui que, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, maintenant on interdise toute forme de manifestation, souvent pour des raisons très politiques. Je vous le disais à l'instant, c'est vrai à Calais. Donc qu'il y ait une expression politique, qu'elle soit autorisée, bon, ça ne me choque pas plus que ça. Et à la limite, ça permettra de révéler le vrai visage de ce qu'est cette manifestation. En revanche, je condamne très fermement aujourd'hui le laxisme total du gouvernement à l'égard de ces casseurs. Christophe Jacubizine. Alors, vous avez une phrase très dure là, sur les jeunes qui sont là-bas. Vous dites ils pensent déjà à leur indemnité chômage alors qu'ils n'ont pas encore travaillé. Est-ce que ça veut dire que, contrairement à eux, vous soutenez la loi El Khomri? Non, c'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, la loi El Khomri, la critique est beaucoup plus large, parce que là, on est dans une révolution un peu romantique de leur part. Je tiens à préciser d'ailleurs, parce qu'on parle souvent les jeunes. Ce sont des jeunes. Ce ne sont pas les jeunes de France qui sont représentatifs de l'ensemble de la jeunesse française, parce que la jeunesse française vote majoritairement Front National. La jeunesse du mouvement, c'est en partie, effectivement, l'opposition à la loi El Khomri. Oui, mais alors pour des raisons qui sont très différentes des leurs. En l'occurrence, moi je trouve que c'est une occasion manquée cette loi. C'est surtout une loi qui rate sa cible. C'est-à-dire que c'est une loi qui se voulait pour aider, libérer les TPE-PME et qui en réalité ne répond absolument pas aux principales problématiques de ces TPE-PME. Je pense aux effets de seuil, notamment au seuil des 10 et des 50 qui sont très traumatisants. Pour installer des instances sociales à l'intérieur de l'entreprise. Oui, non, mais absolument. Et qui entraîne un certain nombre de difficultés qui fait aujourd'hui que vous avez 3 fois plus d'entreprises à 49 qu'à 50, ce qui est quand même révélateur. Je pense à l'accès au crédit, je pense aussi à la représentation syndicale, qui aujourd'hui est une grande difficulté et qui fait qu'on essaye de le contourner cela via des accords d'entreprise sans vouloir traiter le problème. Cette loi n'est pas assez pro-PME. Ah oui, clairement. La loi El Khomri, dans sa première mouture, en tout cas le projet de loi, voulait établir un barème pour limiter les indemnités au prud'homme. Et les patrons de PME demandaient ça, et finalement ça a été abandonné. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on remette cette limitation des indemnités? Ça a été abandonné en effet. Moi, ce qui me posait une difficulté, c'est que c'était une chose qui pouvait s'appliquer également en cas de licenciement abusif. Bon, ça, sur le principe, ça me posait quand même un problème. Après, qu'il puisse y avoir une volonté de rassurer les chefs d'entreprise dans le cadre d'une procédure prud'homale, je pense que c'est une chose que nous devons entendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent une inquiétude qui est un frein à l'embauche, disons-le franchement. Mais je vous le disais, à côté de ça, quid des baisses des charges? Quid de permettre aujourd'hui aux TPE-PME, par exemple, d'augmenter la durée du travail de leurs salariés? Parce que le problème des accords d'entreprise, c'est que ça va toucher une infime partie des entreprises. Il ne faut quand même pas rêver. Mais ça, c'était prévu au départ par la loi El Khomri. Une plus grande facilité dans le passage, par exemple, de 35 à 39 heures. Non, parce qu'en fait, en réalité, ces accords d'entreprise vont s'adresser à ceux qui peuvent avoir une représentation syndicale et donc une immense majorité des TPE-PME qui constituent quand même 95% du tissu économique en seront de toute façon exclus. Donc auront droit à un mandataire, qui permettrait effectivement aussi au niveau de l'entreprise conclure des accords. Voilà, mais la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on voit bien dans la réalisation de cette loi qu'elle ne va pas répondre véritablement aux difficultés des entreprises. Je pense aussi par exemple aux délais de paiement. Voilà, qui mettent aujourd'hui un quart des entreprises à terre et sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai lu très attentivement cette loi. J'y vois même des difficultés supplémentaires. Pardonnez-moi, l'augmentation, par exemple, des heures de représentation syndicale, alors qu'on est déjà en France, un taux de représentation, horaire qui est assez important. Moi, personnellement, je serais plutôt pour les réduire de 20%. Au contraire, elles vont être augmentées. Mais ce qui nous interroge, c'est qu'effectivement, vous étiez pour le retrait de cette loi El Khomri. Infâme, disait Florian Philippot d'ailleurs, parce qu'il fallait défendre aussi les salariés qui se sentaient attaqués. Et aujourd'hui, vous défendez des positions qui sont finalement très libérales. Je me suis pas prononcée à titre personnel pour le retrait. Je trouve que parce que moi je suis députée, si vous voulez, donc l'objectif c'est d'essayer après d'amender et de faire évoluer cette loi dans le bon sens. Mais c'est vrai que très sincèrement, que ce soit dans la première ou de la deuxième version, on voit bien que la loi manque sa cible, tout simplement. Et c'est vrai que dans la première version, il y avait des choses qui étaient, il faut le dire, extrêmement critiquable sur la possibilité, à travers les accords d'entreprise, par exemple, d'augmenter la durée du travail sans augmenter le salaire en parallèle. Mais pas que. D'ailleurs, le patronat, globalement, il était favorable à cette loi au départ. Il disait ça va dans le bon sens. Donc, et vous aussi, vous tenez cette ligne-là, alors même que votre parti, encore une fois, quand le numéro 2 du parti dit cette loi est infâme, on se dit, il y a peut-être 2 lignes au Front National. Une ligne plus libérale et plus pro-patronale que vous incarnez, et une ligne, on va dire, plus
plus à gauche socialement. Non, je ne crois pas, parce que vous dites oui, c'est une démarche très libérale. Mais je veux dire, aujourd'hui, au Front National, nous sommes des souverainistes, libéraux, attachés aux libertés économiques, nous sommes libéraux, c'est un terme que vous assumez. Nous sommes attachés aussi à l'économie de marché, et nous avons une économie qui se veut principalement en faveur des TPE-PME. Ce que nous disons à travers cette loi, c'est que oui, c'est une occasion manquée, parce qu'elle ne va pas s'adresser et régler les problématiques des TPE-PME, tout simplement, et que même aujourd'hui, les accords d'entreprise tels qu'ils sont rédigés dans la nouvelle loi vont être extrêmement difficiles à mettre en place, et donc par conséquent, c'est vrai qu'à moins de révolutionner par amendement cette loi, c'est vrai qu'elle a objectivement pas grand intérêt. Ce que disent Elisabeth et Guillaume, c'est vrai, nous interroge à chaque fois. On se demande toujours si le Front National, au fond, veut être le parti des salariés ou des patrons de PME, TPE. C'est pas le même discours selon qu'on entend Florian Philippot ou Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen. Moi, je suis pas dans la lutte des classes, monsieur. C'est-à-dire que je considère que les intérêts des salariés sont pas forcément en contradiction avec les intérêts des chefs d'entreprise. Un exemple, le CDD, il y a eu le débat du CDD. Est-ce qu'il faut surtaxer le CDD? C'est le débat de la semaine. Moi, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que je pense au contraire qu'il faut faire une fiscalité incitative pour les CDI. Je pense que la fiscalité punitive ne marche pas. D'ailleurs, on a tenté de la mettre en place, on voit bien que ça a eu des effets relativement peu efficaces et qu'on est déjà à un tel degré de fiscalité qu'il faut arrêter de revenir systématiquement. Donc, fiscalité incitative pour les CDI, c'est-à-dire c'est-à-dire faire une fiscalité qui soit plus avantageuse lorsque l'on prend un CDI que lorsqu'on prend un CDD, plutôt que d'avoir le raisonnement inverse. C'est-à-dire baisser les charges des patrons quand ils embauchent en CDI. Voilà, pas pour les salariés, pour les patrons, évidemment. Pour que ce soit plus incitatif. À l'inverse, pour les salariés, il y a des choses qui auraient pu être remises dans cette loi qui ont été oubliées. Par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires. Là-dessus, nous étions opposés très fermement lorsqu'elles avaient été refiscalisées. Ça a été une perte considérable de pouvoir d'achat, plutôt que dans cette loi de permettre au contraire que le taux de majoration des heures supplémentaires puisse être réduit. Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. Oui, en l'occurrence, oui. Alors, elle avait été malheureusement pas intégralement financée. Mais il s'avère qu'en effet, ça a été une erreur politicienne terrifiante que de revenir là-dessus. En termes de pouvoir d'achat, est-ce que le Front National, s'il arrivait au pouvoir, demanderait une augmentation des bas salaires, une revalorisation du SMIC, par exemple? Alors, pas du tout. Ça, j'ai entendu cette espèce de mesure caricaturale avancée à de très nombreuses reprises. Mais c'est vrai que il n'y a pas d'augmentation du salaire minimum prévu. Il y a une baisse des cotisations sociales salariales qui est dans le programme du Front National, qui est d'ailleurs une mesure qui a été reprise par le très communiste Nicolas Sarkozy dans son livre, afin de permettre en effet une augmentation des bas salaires et une augmentation du pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas du tout d'augmentation du SMIC de prévu, parce que évidemment, si on augmente le salaire minimum, ça va être absolument dramatique pour nos entreprises, et en particulier les petites structures. L'augmentation du point d'indice, 1,2 des fonctionnaires, vous l'approuvez? Oui, je comprends ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un souci de financement de ces mesures. Il faut quand même le regarder ça en face. Je comprends l'attente légitime de la part des fonctionnaires. Voilà, ils sont suffisamment payés pour vous, les ça reste, ou... Pour un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, c'est dramatique à dire, malgré que les salaires ne soient pas très élevés, ils sont paradoxalement parfois mieux payés que dans le privé. C'est-à-dire pendant très longtemps, vous expliqueriez aux fonctionnaires qu'il y a des priorités, il y a de la rigueur budgétaire qui s'impose et que vous ne pourriez pas les augmenter. Pour l'instant, en l'occurrence, c'est vrai que vu les difficultés budgétaires du pays, ça ne va pas être une priorité. Ça, c'est un souhait. Si tant est que les finances du pays s'améliorent, évidemment, nous irons dans ce sens-là. Mais en l'état actuel, c'est quand même difficilement justifiable. Et est-ce qu'ils sont trop nombreux ? Marine Le Pen a critiqué le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui avait été mis en place sous le quinquennat précédent. En fait, c'est l'approche extrêmement mathématique qui a été mise en place, qui a été critiquable. Je pense que sur les secteurs régaliens, il y a au contraire un manque de fonctionnaires. On le voit dans les forces de l'ordre, on voit par rapport à la moyenne européenne, le nombre de forces de l'ordre par rapport au nombre d'habitants est moins élevé en France qu'à travers la moyenne européenne. Donc il y a nécessairement sur les secteurs régaliens peut-être une nécessité d'embauche ciblée, c'est vrai aussi dans la justice. En revanche, il y a un nombre absolument délirant dans la fonction territoriale. Pour être clair, police-justice, vous aimeriez qu'on renforce effectivement les effectifs. Pour les autres, il faudrait les baisser. Au Conseil régional PACA, il y a trop de fonctionnaires. Bien sûr qu'il y a trop de fonctionnaires. Ça a été dit d'ailleurs pendant la campagne, y compris de la part de Christian Estrosi. Et nous avions à ce titre d'ailleurs proposé de ne plus remplacer les départs à la retraite. Mais c'est vrai combien de fonctionnaires au Conseil régional ? Alors j'ai plus le nombre exact en tête, mais en tout cas il y a eu une augmentation considérable. Et il continue d'ailleurs à y avoir une augmentation sous Christian Estrosi, parce qu'il y a 160 embauches nettes qui vont arriver, parce qu'ils ne souhaitent pas prendre le parti de dire nous ne remplaçons plus les départs à la retraite. Les accords dans certains conseils généraux, notamment de droite, d'aller vers une augmentation des heures de présence des fonctionnaires territoriaux, une baisse de RTT, vous approuvez cette démarche ?
En fonction des... après, ça dépend des spécificités de chacun. Mais aujourd'hui, nous en sommes à un tel degré de difficulté budgétaire que ça ne me choque pas. Voilà, ça ne me choque pas aujourd'hui que l'on puisse éventuellement les élus FN ont voté au Conseil général par Alpes-Maritimes ce type de mesures. Je crois que nous n'avons pas d'élus au Conseil départemental du 06. D'accord. Voilà. Okay. Donc la question ne s'est pas posée, mais sur le principe, vous êtes plutôt favorable. Moi, je pense qu'il faut baisser aujourd'hui le nombre de fonctionnaires territoriaux. Ça paraît évident, ça n'est pas tenable comme ça. Ça a été l'une des dérives d'ailleurs de la libre administration des collectivités territoriales qui fait que nous sommes tombés aussi dans un système un peu clientéliste, disons-le franchement. Alors, on va parler de François Hollande qui était jeudi soir sur France 2 pour une émission face aux citoyens et qui à un moment, confronté à un des citoyens électeurs du Front National, a dit cette phrase: il ne faut pas aller vers un remède qui serait pire que le mal, en parlant du Front National. Donc le remède qui serait mortel, c'est le Front National. Attention aux médecins qui tuent le malade. Voilà. C'est de la politique du slogan, on continue à faire de la morale pour ne pas entrer sur le fond des idées. Moi, ce que je constate, c'est que sa médecine à lui, que ce soit dans le diagnostic ou dans les remèdes, a été quand même relativement peu efficace. Donc on continue en fait d'essayer de faire peur aux Français, mais sans qu'il y ait d'arguments réels et d'arguments de fond qui soient avancés. D'ailleurs, on le voit bien face à cet électeur que François Hollande a été incapable d'apporter une véritable réponse. Objectivement, moi je ne comprends pas comment François Hollande a pu se prêter à cet exercice médiatique. On a assisté à un abaissement terrifiant de la fonction présidentielle. Il se fait couper la parole, il rame, il ment, il essaye de placer coûte que coûte ses petits éléments de langage. Non mais je veux dire, quand il nous explique que la France va mieux, en total décalage avec la réalité des Français. La croissance repart un peu quand même, les déficits sont contenus. Oui, qui reste objectivement probablement largement dû d'ailleurs plutôt à un contexte mondial qu'aux véritables réformes qu'il a mis en place. On continue à avoir un ralentissement de la hausse en réalité de la dette, donc ça reste quand même relativement critiquable. Autre indicateur favorable, c'est effectivement les investissements aussi qui sont en partie repartis. Enfin, vous dites qu'il ment en tout cas. Mais pour revenir à l'abaissement de la fonction présidentielle, il dialogue avec les Français. Voilà, il y a un contact direct qui se fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que les politiques ont un contact assez direct avec les citoyens. Il ne s'agit plus d'intimider et d'impressionner. Il y a un exercice, un échange. Que ce soit François Hollande ou que ce soit quelqu'un d'autre, j'estime quand même qu'il y a une façon aussi d'interroger le président de la République. On peut être sans concession, sans être irrespectueux. Je trouve que quand on coupe la parole au président de la République, ça me gêne. Voilà, que ce soit François Hollande ou quelqu'un d'autre, j'estime que c'est un exercice qui participe de l'abaissement de la fonction présidentielle. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous a frappé ? Je n'ai plus souvenir en tête, j'ai regardé l'intégralité, c'était très long, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait été, à travers la fonction, assez malmené. Moi, je ne défends pas du tout François Hollande, je suis très critique, mais ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'à travers lui, c'est l'institution en elle-même, si vous voulez, qui est frappée pour lui et pour les suivants. Et c'est ça qui me pose une difficulté. Faut dire aussi pour lui et pour les suivants. Ça a été une erreur terrible de faire cet exercice, puisque évidemment, on ne rattrape pas 4 ans d'échec à travers un grand show de communication, et ça, il va falloir qu'ils finissent par le comprendre. Et que c'est sa défense, si vous voulez, à travers des petits éléments de langage. Oui, le pacte de responsabilité, par exemple, dans le quotidien réel des Français, n'a pas eu du tout l'impact qu'il défend. Juste revenir une seconde sur l'électeur FN, Antoine Demeyer. D'ailleurs, vous le connaissez, Pas du tout, il n'est pas adhérent, manifestement. Il n'est pas adhérent. Non, il n'est pas adhérent. Il est électeur. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il a répondu à cette injonction de François Hollande, qui consistait à dire que le remède serait plus dur pour le patient qu'autre chose. Il faut parfois guérir le mal par le mal. Le mal, même lui, il parle du Front National en disant c'est le mal. Oui, mais je pense que évidemment la phrase est très maladroite, ça paraît évident. Il ne reste pas dans l'esprit de vos électeurs que malgré tout, le Front National, c'est négatif, c'est répulsif, il est obligé de dire je ne suis pas raciste. Oui, mais ils se sont obligés de se justifier parce que nos électeurs, comme nos élus d'ailleurs, sont acculés en permanence. Et qu'aujourd'hui, je vous le disais, au lieu de nous opposer des arguments politiques de fond, on préfère être dans l'invective, dans la morale, faire une déclinaison de phobie, xénophobe, homophobe, europhobe, et je vous en passe, et que on nous accule sur le plan moral, donc c'est vrai qu'ils se sentent parfois obligés de se justifier. Admettez tout de même que ça doit être relativement impressionnant de se trouver face au président de la République. Vous dites à la fois qu'ils ne sont pas impressionnés, et finalement ils le sont. Non, c'est quand même impressionnant de se retrouver en direct sur un plateau de télévision quand vous êtes un citoyen qui n'est pas rodé à cet exercice, et c'est vrai que, je pense que la phrase est maladroite, mais honnêtement, objectivement, quand vous voyez aujourd'hui en PACA qu'on fait 45%, vous n'allez pas me dire qu'on est uniquement dans un vote d'invective, il y a un vote d'adhésion. Et vous, personnellement, vous sentez que c'est toujours difficile, compliqué, personnellement, d'être du Front National aujourd'hui ?
De moins en moins. De moins en moins, je le vois dans l'institutionnalisation du Front National, je le vois dans la façon dont on a été accueillis par les institutions, justement, les chambres d'agriculture, les syndicats patronaux ou salariés pendant la campagne. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il continue à avoir un cordon sanitaire, si je puis dire, maintenu artificiellement par nos adversaires, parce que c'est la seule bouée de sauvetage qu'ils ont. Mais ce qui coince le plus aujourd'hui, c'est votre image ou c'est votre programme en particulier économique qui fait peur, la sortie de l'euro, Non, je crois qu'il y a beaucoup d'irrationnel, en fait. Je le vois, je le perçois. Vous l'avez dit quand même dans une interview à un magazine en ligne. Oui, notre programme économique fait peur, et notamment peur aux retraités. Il y a plusieurs choses. Je crois que notre principale difficulté, en effet, aujourd'hui, se trouve auprès des personnes âgées qui, depuis 40 ans, il faut bien le dire, se font laver le cerveau en expliquant que Front National égale facho, égale nazi. Et donc, il y a une espèce de perception un peu irrationnelle, de peur de l'inconnu, du changement, peut-être plus prégnante chez eux que les autres. Il y a aussi un certain nombre de caricatures qui sont véhiculées par nos adversaires. Vous l'avez relevé tout à l'heure, par exemple, sur l'augmentation du SMIC ou des choses comme ça qui ne nous aident pas. Et puis, c'est vrai, la question de l'euro reste un point de compréhension plus compliqué que les autres. Mais après, c'est toujours le drame d'avoir raison trop tôt. Celle qui est la moins favorable à une sortie de l'euro. Non, je n'ai pas du tout dit ça. D'ailleurs, l'objet du séminaire n'a pas été du tout de remettre en cause le bien fondé. Que vous avez organisé avec les dirigeants du parti pour savoir s'il fallait changer le programme ou non. Il n'y a pas eu de débat du tout sur le bien fondé de revenir à notre souveraineté monétaire et bancaire. Le vrai débat, il a porté sur la façon d'aborder la question justement auprès de nos électeurs, en expliquant que l'euro n'était pas l'alpha et l'oméga de nos difficultés économiques, pas l'alpha et l'oméga de nos solutions, que nous avions par ailleurs d'autres propositions sur le plan stricto national. Je vous en ai parlé tout à l'heure en faveur des TPE-PME, et que surtout, c'est un outil, mais expliquer aux personnes âgées que le but ultime de le retour à notre monnaie, c'est pas la dévaluation en tant que telle. C'est évidemment que ça s'adapte aux besoins économiques, mais l'objectif, c'est de relancer la machine économique, donc que cette monnaie monte par ailleurs, et que les Français puissent en tirer un bénéfice sur leur épargne aussi. Donc la sortie de l'euro, ça reste peut-être pas l'alpha et l'oméga dans le programme que vous allez dérouler avant 2017, mais ça reste un pilier essentiel du programme du Front National. Bien sûr que oui, parce que si vous voulez regarder par exemple ce qui se passe en Italie, en dépit d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par Matteo Renzi, il ne bénéficie pas ou presque pas des fruits de son travail, parce qu'ils sont contraints comme nous par une monnaie qui reste inadaptée à leur économie et qui aujourd'hui nous pose moins de difficultés parce que le contexte mondial, la parité euro-dollar est plus favorable, mais le jour où cela change de nouveau et où l'euro redevient excessivement fort, on va avoir des difficultés. Un dernier mot sur François Hollande et cette émission. En le regardant, vous avez vu un candidat déterminé. Vous pensez qu'il ira à la présidentielle 2017 ? J'ai vu, un candidat un président qui veut se représenter. Oui, ça paraît évident, mais je vois surtout un président qui, à mon avis, va être évincé par son propre camp. C'est-à-dire ? Je pense qu'aujourd'hui, la gauche ne veut pas que François Hollande soit candidat. Alors lui essaye de se débattre en faisant mousser Emmanuel Macron. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, l'initiative d'Emmanuel Macron n'a pas pu se faire. De François Hollande, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, l'initiative politique d'Emmanuel Macron n'a pas pu se faire sans l'aval de François Hollande. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui qu'un ministre lance un parti politique, je veux dire. Vous dites ça peut-être parce que finalement Emmanuel Macron est une forme de concurrence quand il dit ni de droite ni de gauche. Lui aussi, il se présente comme un hors-système, un candidat hors-système potentiel. Je dis ça parce que je pense qu'il a vu les velléités présidentielles de Manuel Valls, qu'il s'en inquiète légitimement, et que donc il essaye de court-circuiter cela à travers Emmanuel Macron. Manuel Valls. Je ne sais pas s'il est plus dangereux, mais je pense que... Non, mais parce que je vois les velléités présidentielles de Manuel Valls, légitimement par rapport à François Hollande, il aurait, je pense, plus de chance en effet, mais je ne m'inquiète pas pour autant... Vous l'encouragez Manuel Valls plutôt Non, je ne les encourage pas, je n'encourage pas non plus Emmanuel Macron, mais je m'en inquiète pas, je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi, Emmanuel Macron, c'est une sorte d'Alain Juppé avec 30 ans de moins et une barbe de 3 jours. Alain Juppé, oui, mais ça veut dire quoi sur le plan hollywoodien Alain Juppé, d'abord, c'est l'adversaire le plus redoutable de Marine Le Pen aujourd'hui dans les sondages. Pour 2017. Ensuite, il a une durabilité forte. Ça veut dire que pour vous, Emmanuel Macron, c'est pas une météorite. C'est pas quelqu'un la coqueluche Macron va pas s'évanouir demain. Il représente quelque chose de stable. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la réincarnation, ou plutôt la poursuite du logiciel qui nous a menés dans le mur, et qui est le logiciel d'Alain Juppé. C'est la génération, il faut quand même avoir conscience, la génération politique qui est en train de sacrifier les 80 générations françaises qui ont précédé, et peut-être toutes celles qui vont suivre, et qui participent de la même logique. Et surtout, je ne comprends pas, j'ai du mal à saisir en fait l'engouement à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron ?
Je veux dire, il est président de l'économie maintenant. Président de l'économie. Excusez-moi, ministre de l'économie. Pas encore président, fort heureusement. Il est ministre de l'économie maintenant depuis de très nombreux mois. Je veux dire, ça n'a pas empêché le chômage. Aujourd'hui, en creux, il dit qu'il regrette finalement qu'on ait arrêté les réformes, qu'il est empêché et que justement, il va donner des perspectives économiques. Ces gens-là sont aux affaires. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il est ministre de l'économie. Il est en train de nous expliquer, alors qu'il est aux affaires, qu'il va tout faire demain et que, en dépit de cela, le chômage a continué à augmenter sous son ministère, qu'il a fait une loi, parce que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est une loi dont tout le monde s'est accordé à dire très honnêtement qu'elle n'était pas à la hauteur de l'enjeu, que c'était une espèce de fourre-tout complètement illisible. Cette Macron-mania, justement, vous agace un peu parce qu'elle vous fait un peu peur, peut-être, parce que justement, c'est un phénomène peut-être. Vous n'avez plus le monopole, comme le disait tout à l'heure Christophe, justement de ce positionnement hors système. Il y a effectivement d'autres personnalités qui émergent, qui aujourd'hui font recette dans les sondages et qui peuvent capitaliser d'ici à 2017. C'est vrai, vous ne l'avez plus. Je pense que c'est une construction artificielle. Je pense, et nous l'avons dit à très nombreuses reprises, qu'en effet, le clivage droite-gauche en tant que tel est mort en tant que parti, que le vrai clivage aujourd'hui qui d'ailleurs est en train de s'affirmer dans la vie politique française, c'est le clivage entre d'un côté les fédéralistes européens, les mondialistes, et de l'autre les défenseurs de la nation, du mouvement national, et que en réalité Emmanuel Macron n'est pas ni de droite ni de gauche, il appartient à ce grand parti mondialiste, fédéraliste européen comme tous les autres. Manuel Valls, vous le jugez aussi sévèrement quand dans une interview il dit il faudrait interdire le voile à l'université, je sais que les Français ne sont pas convaincus que l'islam soit forcément compatible avec la République. Là, vous reconnaissez une forme de il y a un téléphone vision qui sonne là, avec la musique des tontons flingueurs. Si ça pouvait s'arrêter, c'est un peu troublant. Pardon Guillaume. Manuel Valls qui dit, c'est rare chez un homme de gauche, oui, il faut prendre des mesures fortes comme l'interdiction du voile à l'université. Oui, mais le problème, si vous voulez, de Manuel Valls, c'est qu'en effet, on peut lui accorder peut-être un peu plus de lucidité dans les mots, mais concrètement, parlons par exemple de la lutte contre l'islam radical. Aujourd'hui, c'est vrai, il parle de l'islamisme, il ose dire qu'il y a donc une dérive aujourd'hui de l'islam qui se radicalise, bon, très bien, dont acte, mais à côté de ça, concrètement, où en est-on aujourd'hui de la fermeture des mosquées radicales ? Je vais vous parler par exemple du département de Vaucluse, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes, notamment dans Paris Match, à Avignon, qui a révélé qu'il y avait aujourd'hui une colonne vertébrale du salafisme qui convertissait, qui avait des propos de haine d'un réseau d'associations. Strictement rien n'a été fait, aucun imam n'a été expulsé, inquiété, il n'y a pas eu de fermeture de ces mosquées, il n'y a pas eu d'identification. Bernard Cazeneuve a annoncé en décembre un certain nombre de fermetures. Mais je vous donne un exemple concret. Voilà, le département de Vaucluse, il ne s'est rien passé. Mais donc, de moi, quelle mosquée parlez-vous dans le Vaucluse précisément, qui nécessiterait selon vous un certain nombre à Avignon. Il y en a à Bolène, il y en a une à Carpentras qui est sur le point d'ouvrir. Des mosquées salafistes où les prêcheurs prônent l'islamisme radical. Bien sûr, bien sûr. Et mosquées officielles ou officieuses. Pourquoi, à votre avis, on ne fait rien ? Mais parce qu'ils sont tétanisés. Parce que déjà, le réseau est extrêmement puissant, quoi qu'on en dise. Qu'on se rend compte d'ailleurs qu'un certain nombre d'associations, qui sont d'ailleurs des associations sportives, culturelles, qui ne disent pas vraiment leur nom, sont financées par l'argent public. Et qu'ils craignent une réaction, ils craignent les émeutes de 2005, tout simplement. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent que ces réseaux islamistes aussi tiennent parfois les banlieues. À travers aussi indirectement les trafics d'armes, les trafics de drogue, et donc ainsi ils achètent la paix sociale. Ouais. Voilà. Et les maires FN, pour terminer en quelques secondes, on s'arrête dans 30 secondes la première partie, doivent refuser par exemple de prêter des terrains pour que la communauté musulmane puisse prier dans des conditions correctes. Moi, je ne comprends pas l'esprit qui voudrait que ce soit au pouvoir public, soi-disant, d'organiser une espèce d'égalité entre les religions. Je n'ai pas cette lecture-là de la laïcité. Je veux dire, si aujourd'hui des musulmans ont envie d'avoir un lieu de prière, c'est à eux de récupérer l'argent en refusant les financements étrangers, notamment d'un certain nombre de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, et de se trouver leur terrain privé pour aller au bout de la logique. Mais moi, je comprends aujourd'hui, au vu de ce qui est en train de se passer, que les maires, notamment Front National, soient extrêmement exigeants avant d'accorder quoi que ce soit comme permis de construire. Marion Maréchal Le Pen, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'information, c'est à suivre. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, présidente du groupe Front National au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine de TF1 LCI, et Benoît Galeret qui nous rejoindra juste avant la fin de l'émission. Marion Maréchal Le Pen, on évoquait juste avant la pause les dernières déclarations de Manuel Valls. C'était dans Libération mercredi matin, qui a dit un certain nombre de choses sur le vivre ensemble et notamment l'islam. Et la question lui a été posée de l'interdiction du voile à l'université. Il a dit que lui, il serait plutôt favorable. Vous dites... Bien. Je dis bien. Je dis dommage que le président de la République ne soit pas d'accord. Je pense en effet que l'université, au même titre d'ailleurs que l'école publique, doit rester un sanctuaire. Je ne vois pas à quel titre on pourrait avoir des signes ostentatoires de Alors la question, c'est comment on fait respecter cette interdiction à l'université ? C'est toujours la même difficulté. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est exactement comme sur la loi avec l'interdiction de la burqa, où on se rend compte que c'est une loi d'une hypocrisie absolument extraordinaire, parce que dans les faits, les forces de l'ordre sont totalement démunies sur le terrain, qu'ils ont même parfois des consignes officieuses, évidemment, en disant qu'il ne faut pas interpeller, parce que ça fait des scandales, parfois même jusqu'à des émeutes et des agressions. La loi n'est pas respectée. Non, la loi n'est pas respectée. Bien sûr que la loi n'est pas respectée. Et nous avons même parfois de généreux donateurs étrangers qui... paye, je ne sais plus le nom de cet homme, mais qui, pour le coup, paye les amendes, a décidé de payer les amendes qui étaient infligées à ces femmes qui ne respectaient pas la loi française. Mais elle reste évidemment appliquée de façon très partiale. Ce qui me pose une difficulté aujourd'hui avec la multiplication du voile dans l'espace public, c'est que je rappelle que ça n'est pas un précepte religieux, mais plutôt une tradition culturelle. Dans le département de Vaucluse, qui a une tradition, qui accueille depuis très longtemps des populations de confession musulmane, vous revenez 20 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes voilées, et aujourd'hui, vous avez des jeunes filles voilées à partir de l'âge de 13 ans. Et est-ce que donc vous, quand vous demandez l'interdiction du voile, ça n'est pas pour, par exemple, au nom du féminisme et de la nécessité de décourager une forme d'asservissement de la femme, c'est au nom plutôt de la lutte contre l'islamisme radical et la culture. Il y a plusieurs choses. Non, mais il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est d'éviter l'exacerbation du communautarisme, de cette espèce de volonté de se fracturer la population française en marquant sa différence, parfois de façon un peu provocante, disons-le franchement, sous l'impulsion d'ailleurs parfois, en effet, d'un islam de plus en plus radical qui pousse et invite les jeunes femmes à se voiler. J'y vois aussi de mon côté, et ça c'est ma position personnelle, en effet, une vision de la femme qui n'a pas la mienne. Voilà, dans la civilisation française, on ne cache pas la femme, au contraire, on la célèbre. Mais dans la civilisation française, il y a la liberté aussi. Vous faisiez la comparaison entre l'université et l'école, mais l'école, en général, on est mineur. À l'université, sauf à être très brillant, on est majeur. Donc après tout... On est libre de s'habiller comme on veut. Oui, j'entends bien, mais ça reste quand même un lieu d'éducation publique. Voilà, financé par l'argent public, et ce qui se justifie alors au sein de l'école publique, qu'elle soit primaire ou secondaire, je ne vois pas pourquoi ça ne se justifierait pas dans des facs privés, dans des universités privées, ça vous semblerait moins grave? Non, mais ça ne me semble pas moins grave, mais ce que je veux dire, c'est que les choses se posent de façon différente. Pour le coup, puisqu'on n'est plus dans le cadre de l'argent public et du domaine public. Christophe Jacubizine. Quand le Premier ministre s'interroge sur la compatibilité de la religion musulmane avec la République, tout en disant que lui pense qu'il n'y a pas de problème de compatibilité, mais que les Français s'interrogent, est-ce que vous faites partie de ces Français qui s'interrogent sur cette compatibilité de la religion musulmane avec notre République? En tout cas, je ne me pose pas de questions sur la compatibilité de l'islam radical avec la République. Ça paraît évident, puisque eux sont pour la mise en place d'une loi islamique, de la charia, donc qui est un véritable code civil, si je puis dire. La religion musulmane, qui en général, non, je ne crois pas. Enfin, on a eu de très nombreux exemples quand l'assimilation était défendue. Il n'y a pas la charia en France. De Français, mais un certain nombre de personnes, et avec une certaine ambiguïté, disons-le franchement, comme l'UOIF par exemple, en font la promotion en sous-main. Je rappelle que l'UOIF, absolument, l'UOIF qui est l'émanation des frères musulmans, qui est une organisation classée terroriste et même interdite dans un certain nombre de pays musulmans comme l'Égypte, par exemple. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, vous avez demandé effectivement au Conseil régional de votre région d'interdire l'UOIF. La région n'a rien à voir avec l'interdiction, elle n'en a absolument pas les moyens. C'est un outil qui existe au Conseil régional qui permet au Conseil régional d'interpeller justement le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Donc nous avons utilisé simplement cet outil. Et d'ailleurs, les Républicains et Christian Estrosi également a refusé de voter ce vœu. Ça ne me surprend pas. Lui, il finance les associations de l'UOIF dans sa mairie. Il a demandé publiquement l'interdiction de l'UOIF, donc il est d'accord avec vous. Je vous en remercie. Merci de le rappeler. Si l'association, effectivement, ne clarifie pas ses positions par rapport à l'islamisme radical. C'est exactement ce que je n'ai pas compris de la part de Christian Estrosi. Vous êtes d'accord tous les deux? Manifestement, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il fait des grandes
déclaration d'intention dans les médias, et lorsque concrètement on lui demande un acte fort, il refuse d'aller au bout de sa logique. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser la question éventuellement de la nécessité de mettre en place un consistoire avec les musulmans de France, en demandant en effet une clarification sur un certain nombre de sujets, parce qu'aujourd'hui un certain nombre d'imams sont très ambigus sur la question, qu'ils disent au pouvoir public ce qu'ils ont envie d'entendre, et en sous-main continuent d'inviter un certain nombre de prédicateurs. C'est vrai par exemple aujourd'hui à Nice avec Amir Ramadan. Il finance en sous-main Il finance des associations sportives de l'UOIF, en effet, dans sa mairie. Mais l'UOIF, c'est pas l'islamisme radical. C'est une émanation des frères musulmans, qui est elle-même porteuse d'une lecture très radicale de l'islam. C'est une émanation, pour finir, c'est une organisation transcourant, si on peut dire, du monde mais évidemment, tous les gens qui ne sont pas dedans sont des islamistes radicaux, mais il y en a quand même un certain nombre. Alors, Guillaume Roquette, Christophe Jacubizine. Une image d'humanité, peut-être, il y a 48 heures, le pape est revenu de Lesbos avec une douzaine de réfugiés syriens, dont 6 mineurs. Est-ce que voilà, ce geste vous semble nécessaire, et quel message on doit en tirer? Quel message on doit en tirer? Moi, le pape est un guide spirituel. Ça n'est pas un guide politique. Et il accueille ces réfugiés au Vatican. Déjà, ça a le mérite au moins de la cohérence, puisque comme il appelle les peuples européens à les accueillir, au moins il va au bout de sa logique en accueillant un certain nombre, même si c'est relativement peu, au Vatican. Ce qui m'apparaît étonnant, moi, si vous voulez, c'est qu'à non, mais je dis à titre individuel, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son État, mais je dirais à titre individuel qu'il puisse évidemment montrer de la compassion à l'égard des pauvres ou des réfugiés de guerre. Ça ne me dérange pas. Je suis plus gênée lorsque là, cela revêt un caractère politique. Déjà parce que ça n'est pas son rôle, et que par ailleurs, il y a manifestement une grande méconnaissance aujourd'hui de ce que c'est l'Europe et de ce qu'implique aujourd'hui cette arrivée massive, ce qu'on appelle dans la novlangue les migrants, qui, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas éligibles en réalité au droit d'asile. Vous pensez qu'il est irresponsable ? Non, je n'ai pas à dire si le pape est responsable ou irresponsable. Je ne suis pas là d'ailleurs pour commenter son activité en tant que telle. Non, mais vous lui déniez le droit, vous dites qu'il n'a pas le droit d'une certaine façon, c'est pas son rôle de prendre des prises de... J'ai pas dit ça, j'ai dit je suis plus gênée lorsqu'il fait de la politique. Voilà, parce que pour moi, le pape est un guide un peu comme le fait de ramener spirituel. Des réfugiés, il fait un peu de politique. C'est un message qu'il envoie au peuple européen qui se sont repliés par rapport aux migrants. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire il doit ou il doit pas faire. Je suis en train de vous dire je suis plus gênée lorsqu'il fait de la politique, parce que pour moi, le pape c'est un guide spirituel. Voilà. Mais ça n'ébranle pas quand même votre discours radical contre l'accueil des émigrés qui fuient la guerre. Là c'était des émigrés qui fuyaient effectivement la Syrie. Non, pas du tout. Je sais qu'on cherche régulièrement à me mettre en difficulté à dire ça, en disant oui, vous êtes catholique et le pape, machin, mais je veux dire, il y a une doctrine sociale de l'Église qui est extrêmement claire pour les hommes et les femmes politiques, qui dit qu'ils doivent chercher à mettre en place le bien commun. Eh bien, moi, je considère que le bien commun aujourd'hui de la nation française, c'est de ne pas accueillir sans aucune restriction ou presque l'ensemble de ceux qui aujourd'hui viennent utiliser le droit d'asile comme une filière d'immigration clandestine. Ça n'a pas ébranlé vos convictions parce que vous êtes catholique. Ça vous a pas interrogé? Vous n'êtes pas dit le pape il revient avec 12 migrants? Et quand le pape dit nous sommes tous des migrants, est-ce que vous dites est-ce que je suis sur le bon chemin? Non, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute parce que je vois la réalité du terrain, je vois les chiffres, je vois les conséquences sociales et je vois le malheur aussi qui s'ensuit d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Moi, je suis plutôt de ceux, il l'a dit d'ailleurs également, le pape à ce sujet-là, qui doivent permettre aux gens de rester chez eux, de vivre en paix chez eux, et non pas de leur faire croire que nous avons encore des choses à leur offrir, parce que c'est pas le sujet. Non, mais vous me ferez pas critiquer le pape aujourd'hui sur le plateau, vous en rêvez. Mais non. Et puis c'est pas ça qui m'intéresse. C'est une question très sincère sur vos convictions intimes. Et au fond, ce que cette démarche peut ou pas ébranler chez vous. Vraiment, c'est sans malice, je vous promets. Non, ça n'ébranle pas parce que je pense que ça vous touche quand il fait ça. Non, mais écoutez, franchement, c'est presque, ça devient insupportable. Vous voulez que je me confesse aussi éventuellement? Vous voulez me donner les sacrements? Non, pas encore. Comment ça se passe? Parce que je veux dire, honnêtement, c'est pas le sujet. Moi, je confonds pas la foi qui peut être celle de chacun et l'engagement politique. Bon, alors, puisqu'on parle de religion catholique, on verra qu'il y a un rapport. Est-ce que vous aimez les bonsaïs? Je vous pose la question. J'aime bien les bonsaïs, mais j'ai jamais réussi à les faire survivre plus de 2 semaines. Pourquoi on dit ça? Parce que la Manif pour tous de Ludivine de la Rochère exige des excuses du Front National pour la phrase de Florian Philippot qui, à propos de l'abrogation de la loi Taubira pour mariage pour tous, a dit cette phrase. Finalement, c'est pas aussi important ou c'est aussi important que la culture du bonsaï. Il y avait beaucoup d'ironie, mais c'était une façon de dire. Comme vous disiez sur l'euro, c'est pas l'alpha et l'oméga de notre programme au Front National. Voilà, ils exigent des excuses. Ils disent c'est pas très clair la position du FN sur l'abrogation.
Moi, je trouve que, honnêtement, pour le coup, Ludovine de la Rochère a été un peu excessive sur ce sujet-là. C'est-à-dire c'est légitime de demander des éclaircissements à Florent Philippot, mais qu'elle a jusqu'à demander des excuses publiques à Marine Le Pen, qui a toujours été très claire sur la ligne officielle du Front National, qui était celle de l'abrogation votée à l'unanimité en bureau politique. Je trouve ça un peu déplacé. J'aurais aimé voir de sa part autant d'intransigeance à l'égard des reniements successifs des Républicains. Je n'ai pas vu cela. Bon, ça me dérange un petit peu. Pourquoi est-ce que Florian Philippot dit ça alors ? Vous êtes sûr qu'il est aussi affirmatif que vous l'êtes-vous sur l'abrogation de cette loi ? Il est revenu d'ailleurs dessus en rappelant qu'il était dans la ligne officielle du Front National. Je crois en effet, et après tout c'est son droit, qu'il considère que ça n'est pas un sujet majeur. Ce qui est vrai, c'est que ça n'est pas prégnant dans le quotidien de nos compatriotes. Ce qui est prégnant, c'est les retraites, le pouvoir d'achat, la sécurité. Mais ça reste un sujet majeur quand vous entendez des leaders comme Nicolas Sarkozy qui changent d'avis sur ce sujet, qui était favorable à l'abrogation puis qui maintenant ne la demande plus, en se disant finalement cette loi elle est passée, c'est trop tard. Non, mais pour vous c'est différent, ça reste un sujet majeur. Je ne mets pas en concurrence les sujets économiques avec les sujets de civilisation. Tout le monde devrait se sentir concerné par la filiation, par le rapport aux enfants entre leur père et leur mère. Après, c'est vrai que c'est moins pressant dans le quotidien des Français, c'est une évidence. Mais néanmoins, ça reste pour moi un sujet fondamental. Je trouve la phrase de Florent Philippot maladroite. Je vous le livre très sincèrement. Je veux dire, si la culture du bonsaï entraînait des millions de personnes dans la rue, je pense que ça vaudrait le coup de s'y intéresser. Est-ce qu'une de vos phrases était aussi maladroite, celle où vous avez dit que cette loi sur le mariage pour tous ouvrait la voie à d'autres minorités, d'autres revendications comme la polygamie? Vous regrettez cette phrase ou pas? Pas du tout. Je la regrette pas du tout parce qu'elle avait une cohérence. Elle expliquait que si aujourd'hui on sortait le mariage de l'encadrement juridique de la filiation naturelle, à savoir un homme, une femme et l'enfant qui en découle, et qu'on en faisait simplement une reconnaissance sociale de l'amour, eh bien vous aurez demain d'autres minorités qui porteront aussi d'autres revendications en disant nous souhaitons que l'État revendique aussi notre forme d'amour. Apparemment ça a agacé Marine Le Pen, en tout cas c'est ce que dit le Canard enchaîné, qui cite une phrase de Marine Le Pen: à cause d'elle, donc vous Marion, je n'arrive pas à faire l'unité du FN. Oui, elle est tellement agacée qu'elle vient de me donner la direction d'un groupe de travail sur la réforme constitutionnelle en vue de 2017. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas donner beaucoup corps aux rumeurs du Canard enchaîné. Ça, c'est une information. Qu'est-ce que ce serait la mesure que vous prendriez pour réformer la Constitution? Il y en a de très très nombreux. Parce que la Constitution, c'est long. Combien il y a d'articles? Une cinquantaine, je crois. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tous à la fois au mode de scrutin. Donc il y aura la question de la proportionnelle, il y aura la question de la démocratie directe, pour mettre en place, par exemple, un vrai référendum initiative populaire, et pas cette espèce d'outil complètement artificiel qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy avec le référendum d'initiative mixte. Ça va être la question de l'agencement avec les traités européens pour que la Constitution redevienne prépondérante sur ces traités européens. Ça va être vraiment extrêmement large. Par exemple, à un moment donné, il peut y avoir certains droits qui se font obstacle à la mise en place d'une politique Front National dans la Constitution. Je pense au préambule, le 46 et tout ça. Est-ce qu'il y a des freins? Il y a un certain nombre de freins. Il y a notamment une partie de la jurisprudence aussi du Conseil constitutionnel qui va nous amener à nous poser la question de savoir comment on peut dépolitiser ce Conseil en mettant peut-être en place des juristes expérimentés et pas en faire, je peux dire, un moyen de retraite dorée de ceux qui n'ont plus leur place en politique pour arrêter d'avoir des décisions politiques. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, aujourd'hui, le regroupement familial est constitutionnalisé. Ça veut dire que la loi ne peut plus supprimer le regroupement familial. Ça, c'est à cause du préambule de la Constitution, dans lequel il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1947, de mémoire. 46. Donc 46. Est-ce que vous pensez qu'il faut donc enlever, par exemple, de la Constitution cette déclaration qui permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur beaucoup de sujets? C'est un vrai problème, c'est la question du bloc de constitutionnalité, donc c'est-à-dire de la base sur laquelle se fonde le Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Et c'est vrai qu'à ce titre, il y a dedans la Déclaration de 1789, la Charte de l'environnement et la Constitution de 1946. La logique voudrait qu'on les sorte. Parce qu'en effet, ce sont des textes qui ont valeur symbolique, pas juridique. Ils ont été le moyen pour les juges constitutionnels d'avoir une jurisprudence extrêmement interprétative, très loin du texte, et puis symbolique, et qui aujourd'hui permettent un pouvoir considérable. Après, nous allons justement réfléchir à cela, sans remettre en cause évidemment la légitimité d'un Conseil constitutionnel, mais de savoir comment on dépolitise cela et on redonne tout son pouvoir à la souveraineté nationale. Le mois dernier, vous avez tendu la main à un certain nombre de responsables de droite que vous avez nommés d'ailleurs, Henri Guénaud, Jacques Millard, Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe de Villiers, en disant on a des choses à faire avec ces gens-là, ils pourraient rentrer dans notre gouvernement, il y a une alliance qui serait souhaitable avec eux. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous en répondu? Non.
Non, ils m'ont pas d'entre eux. Non, ils m'ont pas répondu. Après, il y en a un certain nombre avec qui j'ai des rapports tout à fait courtois et cordiaux. Moi, je les invite juste. Non, mais un certain nombre de députés qui sont à l'Assemblée, ou Philippe de Villiers, ça ne nous aura pas échappé puisqu'il avait appelé à voter pour moi aux élections régionales. C'est vrai que j'essaye simplement de voir la cohérence. Je considère en effet qu'il y a un courant aujourd'hui au sein des Républicains qui malheureusement est minoritaire, qui est un courant national, souverainiste, patriote, qui a beaucoup plus de points de convergence avec nous qu'avec la ligne officielle des Républicains. Et que ces gens-là, très honnêtement, devraient travailler avec nous. Voilà, donc je souhaite qu'il y ait une recomposition de la droite française. Marine Le Pen sur la même ligne que vous ? Marine Le Pen est dans une démarche d'ouverture. Elle a fait très souvent des appels à Nicolas Dupont-Aignan. Je suis sûre qu'elle n'aura aucune difficulté. Il y avait deux lignes à l'époque. Il y avait on va faire exploser la droite et on récupère un, ou alors on fait des alliances. Il y avait deux stratégies qui étaient un petit peu différentes. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'en l'état actuel de la ligne des Républicains, on ne peut pas faire d'alliance. Je veux dire, ce serait incohérent sur le plan politique. On pourrait éventuellement travailler avec des personnalités au coup par coup au niveau local, ce qui se fera sûrement peut-être aux législatives. Mais en revanche, on ne peut pas faire des alliance de principe avec la ligne officielle des Républicains, qui est une ligne fédéraliste européenne, qui n'a pas la même ligne économique que nous. C'est pas possible. Très vite, parce qu'on va accueillir Benoît Galeret dans un instant. Il y a un colloque qui est organisé à Béziers, avec Renaud Camus, Éric Le Gallou, entre autres. Vous allez y aller ? Vous confirmez que vous serez présente ? Vous prendrez la parole ? Pas du tout. D'ailleurs, Louis Alliot sera également présent à cette conférence. Ça n'est pas une réunion de politique. Il n'y a aucun homme politique qui prend la parole. Ce sont exclusivement des journalistes, des intellectuels, des écrivains qui sont favorables à la théorie, entre autres, du grand remplacement. Pas tous, puisqu'en fait, ce sont des réunions thématiques de ces personnalités pour justement faire émerger un certain nombre de propositions. Il y a en effet Renaud Camus qui lui a théorisé ce grand remplacement. Voilà, qui consiste, qui est selon eux, selon ces théoriciens, la menace que la France d'origine chrétienne soit remplacée par une autre France d'origine culturelle différente. Oui, voilà. Mais ce qui est une réalité sur un certain nombre de territoires aujourd'hui. Vos territoires ? Une partie, en effet, des territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous dites que le grand remplacement est à l'œuvre dans le sud-ouest, dans le sud-est. Je dis aujourd'hui qu'il y a un remplacement de population et avec elle, un remplacement culturel, oui. C'est-à-dire, c'est une évidence. Quand vous allez un certain nombre de quartiers, ils ont été nommés, ce qu'on appelait les Molenbeek français. Je ne sais plus ce qu'il reste vraiment de français là-bas, oui. Christophe Jacobizine. Un autre sujet, il y a son juste pour terminer, pardon. Marine Le Pen, elle est favorable à votre présence à Béziers. Elle n'y voit, c'est pas une initiative qui, comme elle le dit dans le Canard enchaîné, en tout cas elle est citée, gêne l'unité du Front National. Non, pas du tout. Moi, je suis mandatée pour Marine Le Pen, au même titre que Louis Alliot, justement pour aller voir ce qui se dit lors de ce séminaire. Très vite, Christophe. Oui, il y a une sorte d'affaires qui embarrassent en ce moment le Front National, notamment une avec le financement des campagnes électorales, la Suté-Rioual, Frédéric Chatillon. Vous n'avez jamais fait appel à eux parce que vous sentiez qu'il y avait un problème sur cette manière de... J'ai toujours travaillé avec d'autres sociétés dont j'étais totalement satisfaite, d'une part. Après, c'est vrai que vous avez raison, il y a une espèce de persécution judiciaire à l'égard du Front National, parce qu'il y a une espèce de tribunal médiatique qui d'ailleurs ne réhabilite jamais, quand bien même les décisions ne seraient pas confirmées sur le plan judiciaire. Les procédures sont en cours, on verra. Oui, mais voilà, et néanmoins, c'est l'adage calomnier, il en restera toujours quelque chose, donc on jette un peu l'opprobre. Pour l'instant, il n'y a eu aucune condamnation. Comme sur Panama Papers, aucun dirigeant du Front National... Vous êtes affirmative, il n'y en aura jamais, il n'y a aucun sujet qui puisse déboucher sur une condamnation dans l'exécutif du Front National, mais je fais une confiance totale à Marine Le Pen. Si Marine Le Pen dit aujourd'hui nous sommes tête haute, main propre, je suis convaincue qu'elle dit la vérité. Benoît Galeret nous rejoint. Il a surveillé les réseaux sociaux depuis que vous êtes avec nous, Marion Maréchal Le Pen, depuis 12h30. Alors... Eh bien, déjà, ceux qui s'attendaient à un règlement de compte à Hockey Choral sont un peu déçus. C'est Verlaine qui le dit, à aucun moment, nonobstant des désaccords éventuels, Marion Maréchal Le Pen n'attaque les siens. Elle concentre ses missiles contre la gauche. En revanche, il y avait en même moment que nous, Florian Philippot qui était, lui, sur Canal+. Il parle de Nuit debout avec beaucoup de sympathie. Il dit « Je préfère voir une jeunesse qui s'implique et débat, quelles que soient ses prises de position, plutôt qu'une jeunesse désinvestis. Quand vous nous parliez de poignées de professionnels de la politique qui fument du pétard et casse, qu'est-ce que ça vous inspire? Fume peut-être du bonsaï du coup. Qui? Florent Philippot? Non. Je voudrais savoir. On parlait des divergences tout à l'heure. Avant de rentrer dans l'émission, vous avez menacé vos invités au plateau de les envoyer à la place de la République, ce qui ne se tenait pas à carreau. Oui, parce que quand on voit l'accueil qui a été fait à l'Infinkelkraut, je doute que nous soyons correctement accueillis. C'est un simulacre de démocratie là-bas. C'est un épiphénomène ou un phénomène, Nuit debout?
Je pense que c'est quelque chose qui en politique n'existe que ce qu'il ne paraît exister. Donc étant donné qu'ils ont une tribune médiatique extraordinaire, inversement proportionnelle au nombre qu'ils représentent, ça existe, ça va avoir un poids politique, mais je pense que ça fera pchit, ça ne durera pas dans le temps parce qu'il y a un décalage monumental aujourd'hui entre les aspirations du peuple français et les revendications un peu romantiques, si je puis dire, pour dire ça gentiment, de certains de ces jeunes. Florian Philippot est un romantique. Comme il y a un décalage entre Florent Philippot et vous. C'est-il romantique? Si vous n'êtes pas toujours d'accord. Non, mais on n'est pas des clones non plus, vous savez. Moi, tant mieux. Alors, il y a des primaires à droite, à gauche, et c'est Quentin qui vous demande où est la démocratie au FN. Est-ce que Marine Le Pen est candidate à la présidentielle à vie pour ce parti? Ah non, mais nous, c'est très simple. Le choix du président, du candidat à la présidentielle se fait au moment du Congrès. Nous n'avons pas importé ce système américain des primaires qui nous apparaît, nous, extrêmement délétère pour la vie politique française parce que pendant des semaines, il accapare l'attention sur les guerres d'ego, de personnes, de règlements de compte. Et donc, simplement, notre choix du candidat, il se fait au moment du choix du président du parti, au moment du Congrès, donc de façon totalement démocratique. Est-ce qu'un jour, vous espérez que ce soit vous, ces Carthaginois, qui demandent, n'êtes-vous pas soulagé de ne pas avoir remporté la présidence PACA, qui vous aurait finalement un peu exclu de la scène nationale avec cette règle sur le non-cumul? Ah non, je ne suis pas soulagé du tout parce qu'on avait un projet extrêmement ambitieux pour cette région et je pense que même au niveau national, cela aurait participé de l'accélération de l'arrivée au Front National du pouvoir parce que l'un des grands reproches qui nous est fait, c'est de dire oui, mais on ne sait pas ce que vous allez donner une fois aux affaires. Quand on voit ce qu'on fait dans nos mairies, l'efficacité politique que ça engendre, avec une région, ça aurait décuplé évidemment notre crédibilité. Mais est-ce que vous avez l'ambition d'être candidate, comme le demandait votre... Pas du tout. Alors moi, je dois dire que je suis très étonnée parce que je les vois tous se précipiter pour vouloir être président de la République. Je peux vous dire que personnellement, c'est pas quelque chose qui me donne très envie. Mais alors, vous émettez un doute, une sorte de tentation de Venise. Vous dites en 2017, j'aurai 27 ans, je pourrais faire autre chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de faire de la politique? Non, j'ai pas en effet totalement pris ma décision, pour être honnête avec vous, en 2017. Disons que moi, j'ai une inquiétude. Je suis passionnée par ce que je fais. J'ai envie de me battre pour mon pays, mais j'ai une inquiétude qui est de finir comme un certain nombre aujourd'hui de responsables politiques qui sont sclérosés dans la vie politique française, en place depuis 10, 20, 30 ans. Et j'ai pas envie de finir comme ça. Voilà. Benoît. Un exemple concret, la question est très simple, elle vient de Descamps. En 4 mandats de député à l'Assemblée nationale, en quoi avez-vous été utile? J'ai pas 4 mandats. J'ai pas encore 4 mandats. En 4 ans de mandat de député, oh là là, je sais même plus lire les tweets. En 4 ans de mandat de député à l'Assemblée nationale, voilà, ça c'est plus cohérent. En quoi avez-vous été utile? Ça a été une tribune quand même extrêmement importante. Il faut savoir qu'il y a quand même un ton terriblement monolithique aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur des grands sujets, que ce soit sur la question européenne, entre autres, et nous avons une voix discordante. On a quand même, j'en suis convaincue, apporté au débat public. Ça a été vrai par exemple sur la loi sur la prostitution. Nous avons été les seuls à relever que c'était une nouvelle filière d'immigration clandestine, puisque dorénavant, des femmes étrangères prostituées pourront, en souhaitant sortir de la prostitution, avoir un titre de séjour et une indemnité à ce titre. Allez, très vite, question des deux. Vous parliez de la primaire à droite. Est-ce que vous mettez tous les candidats à la primaire de la droite et du centre dans le même sac, ou est-ce qu'il y en a que vous trouvez plus compatibles avec vos idées? Oui, j'aime bien Jean-Frédéric Poisson. Voilà, qui reste un candidat minoritaire. Après, moi, honnêtement, dans les 10 candidats que je vois, je ne vois pas de souverainiste, déjà. Il y a Jacques Millard qui veut se présenter. Oui, je ne vois pas de souverainiste. Il y a deux difficultés, moi. Dans les candidats que je vois, je ne vois pas de souverainiste. D'une part, ça me pose quand même une vraie difficulté. Je ne vous parle même pas des questions migratoires et sécuritaires. Et je ne vois pas de candidat, c'est très étonnant d'ailleurs, pas un seul ne défend des alliances locales avec le Front National. Alors que pourtant, une majorité de leurs électeurs est favorable à cela. C'est quand même drôle de voir la déconnexion. Christophe. Moi, je vais faire mon Benoît Galeret, j'ai repéré un tweet. Tout à l'heure, vous disiez que Emmanuel Macron, c'était Alain Juppé avec 30 ans de moins. Il y a Elijah qui dit que Marion, c'est Marine avec 30 ans de moins. C'est presque pas totalement faux. Mais alors ça va vous mener loin, ça va vous mener en tout cas à voyager, parce que comme elle, vous avez des étapes internationales, vous allez en Russie, vous allez rencontrer Vladimir Poutine? Ah non, pas du tout. Mais en fait, je fais simplement mon travail de député parce que vous savez, je suis en commission des affaires étrangères. Donc, tout simplement, je suis amenée naturellement à faire des voyages. Je n'ai pas du tout prévu de rencontrer Vladimir Poutine. Il a autre chose à faire. Vous aviez annoncé que vous iriez en Syrie. Vous allez y aller. Le voyage est toujours à l'état de projet, en effet. C'est en train d'être finalisé pour rencontrer la population, un certain nombre d'autorités, peut-être politiques, religieuses. À quel moment vous irez en Syrie? La date est pas arrêtée encore. Et en Israël, où le Front National n'a jamais pu vraiment se... Alors, là, je dois dire que j'ai été un peu dépassée parce que le journaliste en question, lors d'un déjeuner de presse, me dit est-ce que vous comptez partir en Israël? Je lui dis écoutez, ça n'est pas prévu au programme, mais pourquoi pas? Et ça s'est transformé en Marion Maréchal Le Pen part en Israël, le CRIF s'y oppose, mais non, pas du tout. Enfin, bon, voilà. Un peu dépassé par les événements. Je dis ça n'est pas prévu. Donc vous avez renoncé à... Problème de principe y aller. Ben non, mais vous avez un problème pour y aller tout court. Non, le CRIF n'est pas représentatif, vous savez, de l'ensemble
de la communauté de Français de confession juive de France. Alors c'est fini. Merci beaucoup Marion Maréchal Le Pen d'avoir été avec nous. On retrouve votre grand jury en intégralité sur LCI 18h30, 19h30. Merci Guillaume Roquette, Christophe Jacubizine. Le replay sur RTL. Et j'en profite pour dire que sur rtl.fr, il y a une nouvelle sur le site, un tas de contenu politique qui est lancé à partir de demain, rtl.fr. N'hésitez pas. Merci à vous, Marion Maréchal Le Pen. Beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.